Bonjour, bonjour, excellent réveil à tous. Il est temps de ramasser le bazar pour bien vous recevoir, mesdames, messieurs. Je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 9h30. Ravie également aujourd'hui de recevoir pour vous une talentueuse interprète de chant andalou. Il s'agit de Beija Rahal qui sera notre invitée d'honneur ce matin à l'occasion de son prochain concert tant attendu par les amoureux de cette musique savante. Il s'agit d'un concert unique qui sera organisé et abrité par la salle Ibn Zeydoun à partir de 19h30 le 16 juin prochain. Donc, à part cela, nous aurons à recevoir deux autres artistes dans deux domaines et registres différents. L'un est photographe, ou l'une est photographe plutôt. Il s'agit de Nesrine Ben Meslim qui fait ses premiers pas dans la photographie. En fait, elle la pratique, mais là, elle a besoin de partager avec le public. Elle nous en parlera justement tout à l'heure. Et puis, nous aurons le plaisir aussi de recevoir le BDiste et dessinateur de presse, donc Kamel Ben Taha. Donc, il sera avec nous ce matin à l'occasion de la sortie de son tout nouvel album ou toute nouvelle BD, donc destiné justement à raconter un petit conte, une petite histoire pour les enfants, mais qui a toute une profondeur derrière. C'est d'ailleurs le cheval de bataille de notre BDiste qui essaye aussi de donner comment dire, âme et à des BD s'adressant à des personnes qui pratiquent le tamazight en l'occurrence. Donc aujourd'hui, nous aurons le plaisir aussi de retrouver nos amis du dimanche, en l'occurrence Djawdet Gessouma pour les bonnes feuilles, et puis nous aurons aussi à retrouver Yezideit Mahieddine dans la rubrique So, qui met en relief ses coups de cœur et ses coups de gueule, et puis Myriam Moussaïd aussi qui nous mettra en valeur les vertus des plantes. Aïda Mecheli pour sa part nous permettra de parler de tous ces candidats qui se présenteront devant les centres d'examen aujourd'hui. Oui, coup d'envoi pour l'examen national de baccalauréat. Et bien sûr, ça crée quelques petites frayeurs, quelques petits stress. Comment gérer ces stress, c'est ce qu'on verra avec notre psychologue Aïda Mechri. Restez avec nous, mesdames, messieurs, le temps d'un point météo et c'est juste après ceci. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ça va? Ça va, oui, chaudement. Amel Laribi, mesdames, messieurs, pour le meilleur de l'actualité des nouvelles du ciel. Ça va? Ça va Nadia. Alhamdoulilah. J'imagine que le soleil va briller sur toutes vos cartes aujourd'hui. Et le temps sera chaud. Oui, très chaud. On le sent déjà dès le matin. Exactement. Ici à Alger. Qu'en est-il des autres régions? Justement, on va voir ailleurs. Merci. On y va Nadia, merci. Alors bonjour à tous et bon réveil. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume matinale sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Puis le ciel restera partiellement voilé près des côtes, ouest, centre, également est du pays. Vers l'intérieur et les hauts plateaux, eh bien on aura quelques pluies orageuses, mais plus vers les hauts plateaux de l'ouest et le centre. Des foyers orageux, par contre, vont se développer, mais en soirée sur les hauts plateaux de l'est. La moitié sud, eh bien, le ciel restera partiellement voilé vers le Nord Sahara et les oasis, mais souvent voilé avec des foyers orageux en fin d'après-midi vers l'extrême sud, le Egar Tassili, également le sud du Sahara oriental, qui peuvent engendrer quelques pluies par endroits. Ailleurs, rien à signaler, le soleil sera bel et bien présent, avec toutefois des soulèvements de sable vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les oasis. Les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées sur une grande partie du pays. Au nord, eh bien, on relèvera 33 degrés le maximum à Relizane, Mascara, Chlef, 30 à Nabat, Tlemcen, Constantine, 31 degrés Tizi Ouzou, Djelfa, Batna, 32 à Al-Bayad, 29 à Alger, 26 à Annaba. Au sud, 39 degrés à Béchar, 38 Biskra, également Tindouf et Tamanrasset, 45 degrés vers Adrar et In Gazan, 46 à In Salah et le maximum cette fois-ci à Ilizi, Borj Bedi Mourtar avec 47 degrés. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes centre et est, mais peu agitée sur les côtes ouest, avec des vents faibles, 10 à 20 km/h, et les vents seront variables. On va faire un petit tour cette fois-ci vers l'Europe, où le temps restera plutôt pluvieux, et avec des foyers orageux du côté de Paris, Londres, également Rome et Vienne, peu nuageux à Moscou, également Istanbul, plutôt dégagé à Berlin. Le mercure affichera 17 degrés seulement du côté de Moscou et Kiev, 25 à
à Istanbul, 29 à Londres, 23 à Lisbonne, 28 Paris, Madrid, également Rome, en passant par les 23 degrés à Vienne. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment. C'est Amel. moi. Je vous souhaite également de passer une excellente journée. Excellente journée, mais un peu chaude quand même. Un peu chaud. Mettez-vous à l'abri, c'est tout. Oui. Il y a des coins ombragés à Alger, un peu Exactement. partout. Donc j'espère que vous profiterez en tout cas de cette belle journée qui s'annonce pour tous. Un peu plus inquiétante pour les parents qui accompagnent Oui, les certainement bacheliers, leurs oui. enfants, qui présentent leur bac, qui se présentent pour l'examen du baccalauréat aujourd'hui. Donc on vous souhaite bonne chance à Inch'Allah. tous, parents et élèves. On parlera de vous dans un instant. Le temps d'apprécier cette chanson, elle est interprétée en duo avec le groupe par le
qui sont très très appréciés par la jeunesse. Le groupe Tikoubaouine qui nous vient du Grand Sud et également le groupe Eddey qui est vraiment, qui compte parmi ses membres des idoles de la jeunesse aujourd'hui. Et justement, parlant de jeunesse, la jeunesse se prépare aujourd'hui aussi. Bon, ils sont bien installés maintenant sur les bancs des différents établissements qui accueillent actuellement l'examen national de baccalauréat. Et nous en parlerons ce matin avec Aïda Mechri. Alors, bonjour Aïda. Bonjour, ça va? Alhamdoulilah. Ravie de te retrouver, comme chaque dimanche. Et bien sûr, ravie aussi d'offrir quelques petits conseils aux parents. Entre autres, vous parlerez aujourd'hui de démystification du bac. Mais comment ne pas parler du bac? Voilà, je crois que cette histoire, l'examen... C'est une utopie, cette démystification que vous ciblez. Mais en même temps, ça nous touche tous, même si on n'a pas de candidat comme ça. Parce qu'on n'a pas démystifié, justement. Ça reste, ça nous habite. Et puis, voilà, il y a quelque chose comme ça qui réveille un tout petit peu nos souvenirs, notre engagement et puis notre vision. Et c'est très intéressant aujourd'hui de revenir vers les petits détails parce que voilà, il y a toujours quelque chose qui nous touche de près. Et puis, par expérience, même si on donne des conseils, c'est vraiment à long terme. Et puis, on a comme l'impression que de dire que ça ne nous regarde pas, c'est pas la même chose, c'est pas pareil. Mais une fois dedans, ben voilà, il y a beaucoup de choses qui remontent et puis voilà, on peut parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui peuvent aider nos candidats bien sûr pour ce beau examen. Absolument. Donc, comment, par quel canot passe cette démystification, Aïda? Je crois qu'il Comment y arriver? D'accord. Aujourd'hui, ce qui concerne un peu les candidats, ils sont dans leur classe et puis on leur souhaite bonne chance. Et ça, c'est un autre langage et une autre communication. Voilà. Un adage arabe dirait يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان. Alors, selon leur chance. Alors, on leur souhaite en tout cas à tous la réussite. Ils le méritent certainement pour avoir travaillé si dur tout au long de cette année de préparation. Tout à fait. Mais tu sais, justement, ce proverbe nous fait monter, elle souligne surtout le doute. Oui. On est dans le doute. On ne sait pas trop si on est parfait ou pas, si on a trop donné ou peu, si on est sur la bonne voie ou si on s'est trompé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui nous invitent à voir de près. Mais c'est très intéressant de parler de ce langage, de ce qu'on est en train de transmettre à l'autre, qui n'est pas forcément verbal. Nous, probablement, on dit oui, je lui ai dit bonne chance, je l'ai accompagné, j'étais là. Mais si on regarde les visages aujourd'hui et les corps, comment ils sont crispés, comment les gens s'accrochent, comment ce regard très douteux, comment on est dans une anxiété qui nous habite et on ne sait pas trop, ne parle pas toi, pas l'autre. Et puis, tous ces comportements parlent. Nous, le langage n'est pas verbal, ce n'est pas que dans ce que je vous dis, mais comment je vous regarde, comment je m'installe face à vous, comment je peux construire les choses dans le corps, les mimiques, dans l'attitude, dans la manière de s'asseoir, dans la manière de claquer la porte ou de fermer, d'ouvrir. Il y a quelque chose comme ça que dans ces petits mouvements qu'il faut faire très très attention. Parce que souvent on a des larmes, on a comme ça des visages très très crispés, on a comme l'impression qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de transmettre. C'est d'abord un examen là où il faut vraiment gérer ses angoisses, il faut gérer cette attitude, il faut vraiment savoir gérer ses anxiétés pour ne pas les transmettre à l'autre. Surtout que l'enfant lui-même, l'élève, le candidat, il va le vivre à sa manière. Il est dedans. Donc il est doublement bouleversé dans ses émotions, dans son vécu. Donc c'est très important de pouvoir C'est vrai que ce n'est pas du ressort de la psychologie, mais il est très conseillé de prendre du magnésium cette semaine-là, parce que le magnésium apaise. Nourriture, tout ce qui peut nous donner ce carburant long terme, je crois que aussi c'est une grande leçon à souligner, à prendre en considération. Pourquoi? Yazid nous dit en régie, moi on m'a donné un morceau de sucre avec M. Mazhar, effectivement, avec un petit peu d'eau de fleur d'oranger. Le sucre
secret de génération. Moi, je crois que c'était grâce à ça que j'ai réussi un peu mon examen. Le goût de sucre. Ben voilà. Je crois que, regarde, les rituels, ils soulignent quelque chose de très important. Les rituels, nos grands-parents, nos mères, avant, ils avaient comme ça le fel. Ce n'est pas voilà, quelque chose qui va donner le symbolique de ce goût sucré facile, qu'on va le réussir et qu'on va vraiment vivre les choses doucement. Et je crois que c'est justement dans le symbole qu'il faut s'installer avec nos enfants, mais aussi en prenant conscience qu'ils ont besoin d'eau. Parce que voilà, le manque d'hydratation peut donner des migraines et des maux de tête, surtout s'il y a un manque de sommeil et puis avec l'anxiété on ne dort pas bien. Le manque de nourriture et de carburant peut nous donner aussi des vertiges. Comme vous savez, à certains moments il y a des vagues comme ça chez les étudiants, on ne comprend pas trop pourquoi il s'est évanoui ou pourquoi il est affaibli autant. Je crois qu'il faut redynamiser les choses et puis le faire comme avant, comment il le faisait. C'est comme un invité privilégié qui vient vraiment nous rendre visite. Il y a sa table, sa nourriture, et puis il y a quelque chose de très sacré par rapport à ce candidat qui va passer. Il ne faut surtout ne pas négliger ni simplifier parce qu'il y a quelque chose qui va bouger dans le temps. On ne sait pas trop si je vais trouver ces ingrédients ou pas, s'il y a la voiture pour se déplacer, si par exemple, surtout qu'avec entre parenthèses, les candidats qui passent le bac, ils changent un peu le lieu. Donc ce n'est pas dans la périphérie ou le lycée ou là où ils sortent de leur zone de confort, quelque part. Et puis voilà, il faut assurer le transport, la navette, il faut assurer cet accompagnement. Il faut jouer justement sur ces paramètres qui sont très important d'offrir à l'enfant un cadre très très stable et puis de prévenir un peu ce qui peut arriver après. Peut-être qu'il faut aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Aïda Mechri, tenir compte de cette nervosité et ne pas aller dans son sens. Quand ces candidats sont stressés, ils peuvent avoir des écarts de langage, des écarts de comportement. Et il faudrait peut-être passer l'éponge sur tout ça, n'est-ce pas ? Passer l'éponge. Essayer essayer, je crois que c'est la vraie leçon. Oui. Et puis choisir les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont très anxieux, qui n'ont pas la capacité. Il y a des pères qui sont très... Je crois que il faut les mettre à l'écart, il faut les envoyer pêcher. Je crois qu'il faut chercher la bonne personne. Il faut leur donner une canne à pêche et les mettre face à la mer. C'est très important. Celui qui n'a pas la capacité de gérer ça, parce que des fois ça déprime un tout petit peu, mais surtout, face à ces moments, il y a des crises de larmes. On a beaucoup d'enfants ou de candidats qui vont réagir mal sous prétexte qu'ils n'ont pas vraiment travaillé, qu'ils ont loupé quelque chose, qu'il y avait un incident particulier. Alors, face à ces larmes, il faut trouver la bonne personne qui saura donner la force de pouvoir vraiment imbiber ses émotions et puis les projeter, même s'il y a des aléas, même si ce n'est pas le sujet qu'ils ont souligné, même si ce n'est pas techniquement sur la bonne voie, voilà, on dira qu'il y a toujours quelque chose qui manque pour être parfait dans ces contextes, et heureusement. Mais voilà, il faut se projeter dans quelque chose qui est demain, tu vas compenser, c'est pas grave, il y a quelque chose qui est... Et puis ça, c'est des compétences. Tu sais très bien que, voilà, il y a des gens qui savent vraiment contenir, aider, simplifier les choses avec sourire, même s'ils ont mal, même si c'est très lourd pour eux. Il y en a d'autres où, hop, il faut surtout pas toucher parce que ça clash rapidement. Absolument. Et puis voilà, les garçons, il faut leur dire tu auras une Xbox cet été qui va t'attendre. On va t'acheter une belle console de jeu. Les écrans, je crois que ça, on commence déjà à le vivre avec les enfants qui ont passé la 5e, les BM. Tout de suite, la thématique des écrans revient en avant en scène. Et puis voilà, on a comme les enfants là, je crois qu'on va revenir justement à ce volet pour pouvoir vraiment libérer nos enfants un tout petit peu de ces contextes. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment rester zen attitude. Mais il faut jouer le jeu contraire pendant le bac. Il faut dire oui, tu auras tout ce qu'il faut. Je ne sais pas parce qu'ils vont vous coincer. Attention, ce piège, c'est un très joli piège. La maturation de ces candidats nous permet aujourd'hui de dire qu'ils sont beaucoup plus intelligents. Regardez, ils ne sont pas dans cette négociation, ils sont dans
dans le fort acte, ils sont en train de construire. Moi, je crois qu'il faut vraiment jouer ou vraiment les considérer comme les adultes dans tout ce qui peut, les motiver. Voilà, on va dire les motiver. Il y en a ceux qui aiment plutôt les voyages, partir, voyager, la mer. Je crois qu'il faut vraiment ouvrir sur un domaine qui n'est pas forcément toxique avec des... non, c'était juste un petit exemple pour dire vraiment il faut miroiter de belles choses. Il faut juste donner, ouvrir les horizons, donner l'espoir d'un été qui s'annoncera belle. Parce que l'attente sera longue. Oui. Parce que le résultat, il vient vraiment au terme de l'été. Mais aussi, Rabia, au milieu, disons. Oui, mais aussi tu soulignes quelque chose de très important qui est l'attente. Il faut vivre le jour même. Oui. C'est comment vraiment s'accrocher là maintenant. Si on n'est pas dans la révision, si on n'est pas dans... Il faut vraiment se projeter. Et puis la musique, là, je ne sais pas si tout le monde partage un peu ce rythme. Ah, je l'aime bien. C'est derrière ça. Ça a bercé un peu notre enfance et puis ça réveille un peu la joie chez tout le monde. Je crois que c'est un peu ce volet et puis cette joie qu'il faut vraiment projeter. Et puis voilà, quels que soient les résultats, comme il faut accepter nos stress, il faut accepter aussi tout ce qui va venir. Et puis quand se on va dire, vivre les choses c'est un examen joie. comme un autre. Oui. C'est du qui tout double, c'est pas grave. Oui. Ça s'appelle le baccalauréat, mais on va faire comme si ce n'était pas le baccalauréat. Et puis on démystifie. Maximum, qu'il ne faut pas lâcher prise, que de jour en jour, d'un examen à l'autre, qu'il faut vraiment tourner la page. Tout à fait. Et puis souhaiter que ce rythme va... que la joie soit au terme de cet examen, Inch'Allah. Et qu'il y aura une réussite pour tous. Inch'Allah. Merci infiniment, Aïda. Merci à vous. Bonne chance à tous les bacheliers qui vraiment se sont présentés ce matin. Vraiment, j'espère qu'ils auront toute la chance de leur côté, qu'ils pourront se concentrer sur les feuilles d'examen au mieux. Vraiment que les préparations vraiment apportent leurs résultats, Inch'Allah, à travers leurs réponses. De bonnes réponses, Inch'Allah. Merci beaucoup, Aïda. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Tout de suite, on va vous faire découvrir une très belle région. On va aller vers Borj Moura pour découvrir la cité de la montagne avec Feria Al-Hamdi qui sera notre guide. Et nous sommes à Borj Zemmoura, situé à 30 km nord-est de la wilaya de Borj Bouaririj. L'histoire de cette ville remonte à environ 2000 ans. Zemmoura signifie montagne en turc. Sa population est composée des Beni Furqan et des tribus berbères de Adjissa. Borj Zemmoura, c'est un lieu de passage, un lieu de passage surtout de commerce. Qal'at Beni Hamad, alors il y a la région de Msila. Et puis, de l'autre côté, une région très développée, c'est Béjaïa. C'est un lieu de rencontre historique. Nous nous trouvons devant la mosquée de Cheikh Sidi Daoud. Cette mosquée qui a été construite selon le représentant de l'association de Borj Zemmoura, ça date à peu près de plus de 900 ans. Cette mosquée, et puis en face on trouve Varih Sidi Daoud qui a été un mufti, un grand cadi durant cette période. L'histoire de Zemmoura, ça remonte aux Romains. Il y a des sites romains un peu partout. Après les Romains, c'est les Ottomans, Othmaniyin. C'est terrasse Othmani. Vous voyez la porte. C'est typiquement ottoman. La principale caractéristique de cette ville réside dans son architecture qui réunit les styles andalous, turcs et berbères. Elle date de plus de 900 ans et elle garde son aspect original. Donc on nous a expliqué beaucoup de choses. Par exemple, dans ce coin-là, il y a le Garniya.
Alors, ils ont sculpté, le mur est sculpté en forme d'angle pour laisser passer les animaux. La porte, elle est très très ancienne. On a trouvé 3 articles très très intéressants. Zukram, Wurkel, Wunnah. 3 objets originaux. Chacun a une explication qui va de l'ère ottomane. Parmi les célèbres monuments qu'elle abrite, on cite la Kasbah de Zemmoura, que serpentent des ruelles étroites pavées de pierre, dont les maisons ont été bâties selon un modèle urbanistique d'une extrême beauté. Actuellement, nous sommes dans un musée à ciel ouvert. On a découvert une ville magnifique, il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires. Et aussi, il y a beaucoup de mosquées, d'écoles coraniques. C'était la route des caravaniers, je veux dire, entre le sud et Béjaïa, entre Boussaada, Amsila, c'est la route de la laine. L'école primaire, qui date de l'époque coloniale française. L'édifice s'élève sur 2 étages, a été construit en 1939. La porte de l'école conserve toujours sa beauté et son élégance. Un peu plus loin, El Qli'a, une commune connue également pour ses ulama. C'est aussi un endroit de charme. La nature et l'architecture sont également au menu. Les visiteurs sont émerveillés. On a fait plus de 24 villes. Et le but principal de cette caravane, c'est la valorisation de ces anciennes villes. Malheureusement, ce qu'on a constaté, le touriste algérien visite tout ce qui est romain et il oublie qu'il y a des villes extraordinaires qui ont été bâties durant la période islamique. Notre but en tant qu'association est de promouvoir le tourisme local et de faire découvrir à nos jeunes toutes ces belles régions de notre Algérie profonde. Elle est surnommée la ville de la montagne dominante, un site touristique et religieux par excellence, qui vaut bien le détour. Voilà, notre premier invité s'est bien installé ce matin. Bienvenue à Kamel Bentaha. Bonjour. Qui est Azul. Voilà. Vous venez d'apprendre un petit mot. Non, je l'ai appris il y a longtemps. Ah d'accord. J'en ai appris beaucoup même. Alors, on va apprendre beaucoup. Très bien. Mais en fait, si notre invité parle d'apprentissage de la langue tamazir, c'est parce qu'il en a fait un petit peu son cheval de bataille à travers des BD dont il est précurseur, qui sont édités en langue amazir depuis le lancement de sa carrière de BDiste en 1999 à peu près. Mais exact, mais voilà. Ma première BD en tamazir, enfin d'abord corriger le mot BD, je préfère me parler de Tifral. Parce que j'ai nommé l'art algérien, le 9e art algérien, parce qu'il faut juste expliquer à ceux qui nous écoutent que le 9e art, ce que je fais, c'est le 9e art, c'est-à-dire de raconter l'histoire à travers une suite de dessins. Ce qu'on appelle le 9e art. Et chacun le nomme à sa façon, comme les Français l'ont nommé bande dessinée, manga. C'est un nom donné au 9e art japonais, et comics, c'est un nom donné au 9e art américain. Voilà, c'est devenu carrément un genre. Un genre, voilà. C'est pourquoi ne pas nommer le 9e art algérien. Oui, et vous l'avez nommé Tifral. Donc Tifral, qui veut dire... qui veut dire un nom de 9e art, voilà, mais tout simplement juste parce qu'il y avait déjà un nom amazir pour l'homme qui fait le dessin. Voilà, c'est-à-dire Amsfroul. Donc j'ai gardé ça, Froul, parce que j'ai nommé aussi, j'ai édité un livre de caricature que j'ai nommé Thafroulit. Donc j'ai nommé la caricature Thafroulit, parce qu'il a aussi un symbole. Il y a une pièce théâtrale, on l'appelait aussi Thafroul. Donc j'ai resté dans le domaine artistique. Très bien. Donc j'ai les nommé Tifral. Très bien. Aujourd'hui, vous venez, après avoir commis donc 11 albums, donc 11 BD dans les 3 langues les plus utilisées en Algérie, donc l'arabe, le français et le tamazir. Donc la majorité de vos œuvres sont en tamazir. C'est ce qui vous fait
fait votre particularité. Exactement. Oui. Je te redis la phrase, s'il vous plaît. J'y arrive. Je dois non, c'est pour dire qu'on est là pour aussi la promotion de ce tout dernier bébé. Exactement. Voilà. J'ai éditement promu les livres en langue française. Puis j'ai édité 2 BD en langue arabe, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Tizi Ouzou et la direction des eaux, en collaboration avec mon ami Hossein Brahmoud, qui a fait le scénario. Depuis que la langue tamazight est devenue nationale officielle, je me suis dit qu'on a eu à avoir quand même un acquis dans le domaine artistique de donner. D'investir aussi le domaine de la BD avec cette langue, effectivement. Tifral, bien sûr. Excellent. Avec Tifral. Tifral. Je vais m'y habituer. Je suis venu actuellement pour présenter ma nouvelle Tifral, justement. La dernière Tifral qui est ici, entre mes mains, donc Tinhinen. Alors, je sais de dire... Vous le prononcez beaucoup mieux. Rencontre, Tafsout. Tafsout qui est... Printemps chez nous. Le printemps, voilà. Voilà, j'ai raconté l'histoire d'une petite fille de Sahara qui a passé son temps à écrire sur des pierres parce qu'il n'y avait que ça. Au Sahara, il n'y a que de sable et de la pierre. Donc, il écrivait en tifina, bien sûr, pour ne pas oublier que le Tassili, c'est un musée à ciel ouvert. Absolument. Il y avait beaucoup d'écriture en tifina et beaucoup de dessins. Des milliers de dessins et de gravures rupestres, effectivement. Je voulais illustrer ça à travers Tinina, une petite fille de Sahara. Mais, elle est sympathique, Tininen. Voilà, elle est sympathique, effectivement. On l'a vu tout à l'heure à l'antenne. Elle est sympathique, donc j'ai essayé aussi de raconter ça, mais il y avait juste un petit dilemme, c'est que sa grand-mère était malade. Donc il voulait avoir parce que au Sahara aussi, parce que j'ai fait un petit voyage au Sahara, j'étais à Béchar la dernière fois avec le HCA, parce qu'avec le HCA aussi, j'animais des ateliers de bande dessinée. Pour le FIBDA aussi, vous l'avez fait. Pour le FIBDA aussi. Vous avez animé des ateliers de bande dessinée. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je me suis inspiré de ce milieu-là. J'ai vu que c'était pas facile de vivre au Sahara. C'était vraiment pas facile. C'était des gens accueillants, hospitaliers, mais c'était pas facile. Il y avait vraiment. C'est un petit peu lourd. J'avais compris qu'une petite fille de Sahara passe moins de temps à jouer comme tous les autres. Nous, par exemple, on n'est pas privilégiés ici au Nord. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de raconter cette histoire Ils sont très inventifs, ils ont développé énormément de jeux d'enfants, les Touaregs entre autres, et les nomades. Ils ont des jeux d'enfants impressionnants. Seulement, extrêmement créatifs. Je ne les ai pas rencontrés, mais tout simplement, ma vision, donc j'ai vu que c'est pas facile. Donc je me suis dit, voilà. Puis je me souvenais aussi, quand j'étais enfant, ils venaient chez nous, les gens de Sahara, des gens des Touaregs, avec le chameau, avec leur dromadaire, ils venaient jusqu'à la Kabylie pour chercher de l'huile d'olive. Donc je me suis inspiré de ça. D'ailleurs, Tinhinan, qui veut raconter, j'ai raconté que Tinhinan, sa grand-mère était malade, donc il voulait de l'huile d'olive. Il voulait cette substance noble et qui permet de guérir certains maux. Il a des vertus qu'on connaît tout le monde. Ensuite, il s'est déplacé vers la Kabylie. C'est là où on va rencontrer Tafsout, justement. C'est une petite fille aussi de la Kabylie. Je l'ai nommée Tafsout parce que en arrivant sur les montagnes de Djoudjara, il a trouvé la verdure extraordinaire. Très verdoyant. Voilà, c'est pourquoi j'ai nommé la petite fille Tafsout. Oui, c'est vraiment un très joli prénom donc, qui décrit un petit peu la beauté du printemps, enfin qui fait référence à ce printemps. Je veux faire la différence entre le Sahara les milieux et le Nord. Voilà. Effectivement, il y avait une différence qui est visible, qu'on ne peut pas cacher. Donc même nos mentalités aussi sont différentes. Donc chacun pense selon l'endroit où il est né, selon le... Et au gré justement de ce voyage, sont développées de très belles idées qui montrent justement cette richesse, entre autres, mais qui aussi développent des notions d'amitié ou des valeurs d'amitié, des rencontres qui sont très belles. C'est ce que je voulais d'ailleurs à un monde animalier. C'est la rencontre, effectivement, l'amitié, la fraternité. Il faut se dire que nos enfants ne sont pas vraiment... n'ont pas d'arrière-pensée réellement. Très naïfs. Très naïfs. Donc, je vais aller. D'ailleurs, pour aller dans la profondeur de ma réflexion, pourquoi je l'ai nommé Tifral, juste pour dire que, prenons un exemple d'un enfant de 0 à 2 ans, mais il ne parlait pas, il n'écrivait pas, donc il ne fait que visionner et analyser le comportement de ses parents,
les paroles de ses parents. Donc ensuite, à travers de 2 ans jusqu'à 3 ans plus, et laisser comment on lui donne un stylo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire des gribouillages, des petits dessins, il va signifier ça c'est ça, maman, ça c'est... Mais il s'inspire de son environnement, effectivement. Voilà, c'est sûr. Donc nous, en tant que pour mieux comprendre les bidistes, on essaie de rester dans le milieu enfantin. C'est-à-dire, on va rester l'enfant dans son milieu. On doit le garder dans son milieu. Donc, on va faire des petits dessins, des petits coloriages. Qui sont très simples, mais qui sont très simples en même temps très sympathiques. Oui, il faut faire quelque chose de... C'est-à-dire, il faut faire des vignettes aérées, ce qu'on appelle les vignettes. Là, c'est des bulles aérées pour que l'enfant puisse se retrouver facilement dans le scénario et le dessin, et son patrimoine, et les paroles qu'il écoutait chez lui aussi, bien sûr. Pour la plupart de vos albums sont le fruit de scénarios que vous avez vous-même écrits et imaginés, n'est-ce pas? Donc, oui, pour la petite première, enfance. ma première, je l'ai éditée tout simplement parce que j'ai accompagné mon enfant vers l'école primaire. J'ai écouté le rouge-gorge, que j'ai appelé Azé. Oui. Voilà, je l'ai écouté en train de chanter sa chanson à chaque fois qu'il arrive, voilà. Sauf que mon fils ne le connaît pas. Ben, j'étais un petit peu triste. Comment se fait-il en vivant au milieu c'est-à-dire au milieu de la forêt de la Kabylie, on ne connaît pas le rouge-gorge Azé. Moi, quand j'étais enfant, je passais mon temps... Vous êtes natif d'Azazga, donc c'est une région très forestière et très en... Il y a Kouren, qui est très très riche. Très verdoyante. Voilà. Mais sinon, à partir de là, je lui avais dit que voilà, je vais t'éditer une petite histoire. Une petite histoire de mon enfance, comment je l'ai vécu avec Azé. Voilà, à partir de là, je me suis amélioré bien sûr à chaque BD, à chaque tifral, et j'ai essayé de m'améliorer en ajoutant un peu plus par rapport à la première, parce que je me corrige aussi, comme tous ceux qui éditent et qui écrivent aussi, donc ils se corrigent. J'ai édité aussi pour rendre hommage à Idir, Tamashaout Skourt. C'est une chanson qui a été chantée par Idir, mais aussi c'était d'abord une poésie qui a été écrite par... je ne me rappelle pas, mais normalement ça va me revenir. Bien sûr, c'est un poète ancien. Sidi Qala Ben Jilloul. Voilà, Sidi Qala, il était de la région de Bougie. D'ailleurs, quand j'ai entamé ma tifral, je l'ai entamé par Bougie, c'est-à-dire c'est une perdrix qui va faire le chemin de Bougie en passant par justement Azazga, vers les montagnes du Jordjala, vers le Sahara. C'est à partir de là que j'ai quand même une étude géographique de la région. Voilà, déjà ça va enrichir quand même les connaissances de l'enfant, le faire voyager. J'ai aussi fait une autre chanson que j'ai adaptée en tifral aussi, c'était la chanson de Zayan, au chant de Mixa, le chacal et le berger. Puis j'ai édité deux autres tifral avec les mêmes personnages Azul, c'est-à-dire c'est des personnages que je voulais adapter en racontant le calendrier agraire berbère. Oh oui, tout à fait. Voilà, j'ai raconté d'abord Yuneyer, ensuite Tishlir Bonzar, la fiancée d'Anzar. Actuellement, je suis vers Tinhinat Mougertefsout. Aussi, c'est une fête de calendrier berbère, à Magertefsout, la rencontre de printemps, qu'on fête souvent chaque mois de mars. Ainsi de suite, c'est comme ça que c'est-à-dire je vais essayer de... Il y a quand même, voilà, l'une des préoccupations, c'est de valoriser aussi un patrimoine, un héritage. Exact. C'est ça, une culture, on dirait. Une culture, parce qu'il ne faut pas oublier que chaque langue véhicule avec elle une culture, une philosophie, une sociologie. Nous aussi, en tant qu'Algériens, en tant qu'Amazirs, on a aussi notre culture, notre philosophie, notre psychologie. Et je vais essayer, à travers mon modeste travail, d'aider à l'épanouissement de cette culture. Tout à fait. Donc, vous en avez fait vraiment, comment dire, un terrain d'exploration, mais aussi l'objet de tout un engagement. Donc, depuis des années, vous y travaillez. Ce qui fait de vous un précurseur en la matière, parce que vous êtes parmi les rares premiers qui ont commencé. Exact. Actuellement, presque, on peut dire que je suis le seul, que j'aurais aimé avoir d'autres amis avec moi pour qu'on puisse travailler ensemble, parce que une seule main, ça ne pas deux aussi, même si on ne l'écoute pas, il faut en avoir plusieurs pour pouvoir vraiment être écouté et avancer surtout parce qu'un enfant, il en a besoin, doit éduquer nos enfants à lire.
Oui, vous avez animé un atelier dans le cadre du Festival international de la bande dessinée d'Alger, le FIBDA, donc, et dans lequel vous essayez d'initier les enfants, leur donner envie de s'exprimer à travers les bulles. Et est-ce que ça n'a pas motivé d'autres dessinateurs à aller vers cette voie? Je pense non, ce n'est pas un problème de dessinateur. Je pense que c'est un problème d'abord d'édition. Parce que ça coûte cher, effectivement, et un auteur de bande dessinée ou un dessinateur ne peut pas s'engager seul à faire tout ce travail, à puis à dessiner, à écrire. Ce que je fais d'ailleurs, je le fais à compte d'auteur. C'est vrai que ce n'est pas facile. Donc on a besoin de trouver des éditeurs professionnels qui vont... Vous savez, par exemple, j'ai vu la dernière fois, j'ai écouté combien il est sorti la dernière série de One Piece. Ça, c'est le manga japonais. 500 millions d'exemplaires. Vous voyez, dans toutes les langues. C'est très important, dans toutes les langues. Mais reste quand même une culture japonaise qui est en train de... Oui, il y a une tradition et un ancrage au Japon, parce que le manga a envahi le monde entier, c'est-à-dire que... Le manga, ce n'est pas le dessinateur qui a... C'est un éditeur, donc on doit avoir des éditeurs professionnels qui vont essayer de comprendre que l'enfant a besoin de se retrouver dans son milieu. Et son milieu, comme je viens de le dire, c'est-à-dire il commence d'abord à faire des gribouillages. Nous, on va essayer d'améliorer ses dessins, de faire de la couleur à ses dessins et de parler de justement tout ce qu'il avait analysé pendant son enfance en voyant ses enfants, ses frères, son père, sa maman, ses tantes. Voilà, on va essayer de rassembler tout ça, on va l'aider à se retrouver dans son milieu. C'est ça le rôle là, de Absolument, en tout cas. Partout d'ailleurs. Il ne faut pas oublier, juste pour... il faut pas oublier ailleurs, c'était la majorité qui faisait les scénarios la majorité étaient des psychologues, des pédagogues. Absolument. En tout cas, vous avez, pour cet effort fourni, vous avez été primé 2 fois au FIBDA. Vous avez été primé également au Canada pour ce travail très précieux et unique en son genre. Effectivement, ça m'a vraiment encouragé à continuer. Le prix de FIBDA, le premier prix que j'ai eu, le prix de Jean Talon au FIBDA, puis un 3e prix il y a juste 2 ans, ça m'a vraiment encouragé. Et celui du Canada aussi, bien sûr, à chaque fois. Mais je suis au Canada, je me retrouve seul, donc parce que c'était facile. Vous voyez, j'aurais aimé avoir plusieurs aussi pour valoriser mon travail. J'aurais aimé avoir plusieurs bidistes et être classé parmi les bonnes vous finirez peut-être par être éditeur également. Il faut avoir beaucoup d'argent pour être éditeur, mais pour l'idée, oui. Ça peut être un collectif, comme ce fut le cas pour Z-Link. Z-Link qui a développé quand même beaucoup de BD algériennes avec vraiment... un style manga, effectivement. Le style manga, mais bien sûr en introduisant la langue vernaculaire, en introduisant le derja, en introduisant un dialogue c'est bien, mais il voulait faire même Tamazeur d'ailleurs. J'espère il a essayé de faire Tamazeur. Je ne sais pas s'il les a édités ou pas. C'est vrai que ce n'est pas facile. On a déjà parlé avec la responsable Céline Brahimi, qui on passe un bonjour. C'est vrai qu'on a déjà parlé, qu'il m'avait dit que ce n'est pas facile déjà, qu'en langue française ça marche moins, en langue arabe vraiment ça ne marche pas du tout. En Tamazight, il ne sait pas. Moi je me suis engagé. Il y a un lectorat qu'il faut le gagner. C'est à nous de le gagner. C'est à nous en tant qu'auteur. C'est à nous de créer des histoires par exemple, ou bien des scénarios aussi captivants. C'est à nous de créer des dessins faciles, simples, sympathiques, joyeux. C'est ça notre rôle. On va essayer d'aider l'enfant à se retrouver dans son milieu, et son milieu algérien, son milieu patrimoine, son milieu amazigh, voilà. Pourquoi pas ne pas faire kabyle, chaoui, vous savez, on a plusieurs dialectes, ce qui fait la richesse de notre... Tout à fait. Voilà, c'est ça la richesse de Tamazight, c'est ça. On va essayer de collaborer, de travailler et d'aider nos enfants. Comment vous prévoyez la promotion de ce dernier album donc, qui s'intitule Tininen? Voilà. C'est un deuxième mot. Voilà, de ce Tifral. Donc il va être promu, j'imagine, dans sa région. Nous, on a une spécificité de faire plusieurs salons de livres. Donc à Tizi Ouzou, on fait jusqu'à une vingtaine, des fois une vingtaine de salons de livres à travers chaque commune. Absolument. Donc à travers déjà ces salons de livres, je fais ici, ils me connaissent actuellement, la majorité me connaissent, donc on va essayer, je vais essayer de me retrouver, de trouver un temps
pour participer au salon. Très bien. Ainsi, je vais rencontrer quand même des enfants, des mamans, des pères, voilà. Ceux qui m'ont déjà lu, donc sûrement ils vont trouver quelque chose de nouveau aussi. Inch'Allah, Inch'Allah. On te souhaite bon vent en tout cas pour ce nouveau bébé et puis une bonne tournée pour vous. Et bonne chance pour cette belle tournée qui se profile à l'horizon. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Kamel Bentaha, aujourd'hui. Ah, je me sens chez moi, merci. Oui, comme d'habitude. Absolument. Merci. Vous êtes toujours le bienvenu et on vous souhaite vraiment toute la réussite à ce très beau projet en tout cas. Merci. Tanmirt. Troisième mot. Non, ça va, je le connais celui-là aussi. Ça veut dire merci. Merci infiniment en tout cas. Et merci à tous ceux qui sont avec nous, qui sont impatients aussi de retrouver, donc ce sont des fans de Bejar Hal, qui sont certainement face à leur écran et qui attendent de voir la diva, celle qui est surnommée diva de l'Andalou, donc Bejar Hal est notre invitée d'honneur également aujourd'hui. Donc on l'attend et avec sa voix, c'est avec sa voix qu'on va la recevoir ce matin.
Voilà, celle que vous venez d'entendre est parmi nous ce matin pour le bonheur de ses fans. Il s'agit de la diva de l'Andalou, Beja Rahal. Et notre invitée d'honneur ce matin, on est ravis de vous retrouver ce matin. Beja. Merci, je suis ravie aussi d'être parmi vous. Oui, ravie aussi d'annoncer avec vous un très bel événement que vous préparez depuis quelque temps. Donc vous allez enfin faire plaisir à ce public qui attend impatiemment de voir en concert l'interprétation de ce tout dernier album, Mesj Nouba, Mesj Raml al-Maya ou Raml. D'ailleurs, je suis impatiente aussi de retrouver ce cher public, parce que c'est vrai qu'il y a eu une longue absence. Et donc, cet album qui a été enregistré et édité, enregistré en septembre 2022 et édité, disponible en octobre 2022. Et d'ailleurs, je l'avais présenté aussi à Dar Abdel Taif pour la presse. Et ensuite, je l'ai présenté une deuxième fois à Paris en décembre 2022. C'était aussi pour l'annoncer, bien sûr, pour en parler. Et à Paris, c'était plus pour dire qu'il était aussi disponible sur les plateformes digitales. Voilà. Parce que maintenant, c'est vrai que c'est important puisque les disquaires sont de plus en plus rares et pratiquement introuvables. Oui, absolument. L'édition a connu un véritable recul dernièrement au profit de ces plateformes qui permettent justement de donner de la visibilité à nos artistes de par le monde et d'être suivis à bout de clic. Bien sûr, parce qu'on ne pense pas qu'à l'Algérie seulement. En Algérie, on peut trouver l'album physique peut-être. Oui. Mais maintenant, surtout pour la jeune génération, ils sont plus sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Donc, il faut vraiment être visible, être disponible sur les plateformes. Et surtout, en Algérie, d'accord, mais on est dans le monde. Et on ne pense pas qu'aux Algériens. Il faut penser faire découvrir notre musique, notre patrimoine, aussi à un public qui ne la connaît pas. Il peut être au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Norvège, etc. Voilà, dans un pays arabe. Voilà, donc il faut vraiment qu'on soit disponible partout dans le monde. Et il n'y a pas mieux que les plateformes digitales pour ça. Il n'y a pas mieux que nos ambassadeurs et ambassadrices, à l'instar de Beja Rahal, ici présente, donc, qui a été cette précieuse ambassadrice après un exil obligé en 1992, où vous vous retrouvez donc, de l'autre côté, de l'autre rive de la Méditerranée, et c'est là que votre carrière démarre sérieusement, et c'est là que vous comprenez le poids justement de cette transmission. D'accord, mais moi, je ne parle pas vraiment d'exil, parce que moi, quand je suis arrivée en France en 1992, c'était un choix personnel et j'avais toujours la possibilité de venir en Algérie. Voilà. Donc, franchement, vous ne l'avez pas vécu comme je ne l'ai pas vraiment, voilà, comme un déchirement. Alhamdoulilah, c'est vrai qu'il y a des artistes qui l'ont vécu, c'était pas mon cas. Et le fait de venir régulièrement me permettait à chaque fois de me ressourcer, de travailler avec les musiciens ici, parce que c'est vrai que moi, c'est ici que j'ai appris cette musique, que j'ai eu la chance d'avoir des maîtres dans cette musique andalouse. Donc, il fallait ces allers-retours pour, de temps en temps, continuer ma formation, parce que dans cette musique, on ne peut jamais dire qu'on est complètement formé, parce que la formation est continue, la transmission est continue. Même quand je parle par exemple à mes élèves, je leur dis attention, c'est pas ceux par exemple qui ont commencé avec moi dès la première année en 2008, je leur dis votre formation n'est pas terminée, parce que c'est une transmission continue. Ce patrimoine est tellement vaste, tellement riche. Il est riche, on apprend tous les jours. Absolument. Cette richesse, vous avez su la transmettre au point d'être considérée comme étant l'une des personnalités les plus influentes de l'Algérie, cette Algérie qui se construit depuis 62. Je pense que oui, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est devenu une passion. Voilà, parce qu'il y a la passion, mais il y a aussi cette formation solide. Moi, je dis toujours, je suis ce que je suis grâce à toute la formation que j'ai eue par tous
tous mes maîtres. Tous les maîtres. Et comme c'est une formation continue, solide, rigoureuse, et j'essaye de transmettre cette rigueur, ce sérieux aussi à mes élèves. Et je pense que lorsque j'ai décidé de commencer à enregistrer et commencer à faire un travail pédagogique, je pense que c'est là où j'ai eu cette, si on veut, ce titre ou cette étiquette de Madame Nouba, qui travaille, oui, sur la préservation du patrimoine. Parce que maintenant, c'est vrai que... Vous avez enregistré pratiquement tout le répertoire, là. Non, je suis encore loin. Oui, c'est vrai que vous avez revisité la plupart des Noubas. Oui, parce que j'ai enregistré les 12 modes, les Noubas. Donc, 12 Noubas. J'ai fait un deuxième tour de 12 Noubas aussi, puisque maintenant je suis à 28 albums, et que des Noubas, donc la Nouba d'Alger, la Sanaa. Donc, je suis maintenant dans un travail plus pédagogique, donc, et de préservation de ce patrimoine, puisque maintenant, c'est vrai que les concerts, c'est très important. On est face au public, on est en contact avec un public qui, quand on le voit quand on est sur scène et on voit sa réaction, on est ravi et honoré d'avoir donné un travail qui plaît. Et ça, c'est très, très important parce que c'est ce qui m'encourage à continuer dans ce travail qui est, on le sait très bien, très difficile. Difficile parce que vous défendez une musique savante, c'est pas une musique de fête, c'est pas une musique pour festoyer, c'est pour apprécier la musique, et pour apprécier l'orchestration et l'harmonie. Voilà, et c'est une musique académique. Donc c'est cette partie du patrimoine que j'essaye de transmettre et de faire découvrir au public qui ne la connaît pas, et bien sûr de transmettre à mes élèves et à la jeune génération. Et donc c'est pour ça que je dis, je suis dans un travail académique et pédagogique maintenant. Le plus important, c'est pas maintenant que les concerts, c'est aussi la transmission, la formation, les cours, donc les ateliers. Et donc ce travail de préservation de la Nouba. De la Nouba, une Nouba qui est codée, qui est structurée, qui a ses règles que vous respectez. Vraiment, ça c'est très connu. Et vos interprétations se relèvent de la perfection, sont très appréciées. Vous faites salle comble, Bahja Rahal, pour un genre musical qui d'emblée surprendrait par cette qualité de concert que vous offrez. Donc aujourd'hui, vous avez fait le tour des Noubas, vous offrez aussi des messages et des fusions entre une Nouba et une autre avec votre manière et vos choix personnels, justement. Et attention, quand on parle de message, ça ne veut pas dire que je suis rentrée dans une autre manière d'enregistrer ou d'interpréter des Noubas qui existent. Le message fait partie aussi des Noubas qu'on peut interpréter. Nos maîtres nous ont appris qu'on peut combiner aussi. Le message, c'est des combinaisons. On ne peut pas combiner tous les modes ensemble. Non, pas du tout. Voilà, là aussi, c'est très réglementé. On combine des modes quand c'est mentionné dans nos recueils de référence. Voilà, je ne le fais pas comme ça de tête. Je me dis, pourquoi pas Sika avec le Mezmoum ou avec Razdeddil. Non, c'est pas un choix personnel. C'est vraiment comme c'est répertorié dans les recueils nos recueils de référence. Et donc, c'est vrai que pour revenir à celui-là, puisque c'est le 3e message que j'enregistre, donc c'est pour dire que le message existe aussi dans ce patrimoine andalou. Voilà, et le message offre la possibilité de découvrir un 2 en 1. Donc là, c'est le cas de Raml Maya et de Raml, qui seront vraiment à l'honneur dans cette salle Ibn Zaydoun, cette salle mythique dont l'acoustique vous plaît toujours, vous y revenez à chaque fois. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, il y aura un autre message aussi pendant le concert au programme, parce que bon, je ne vais pas tout dévoiler. Absolument. Mais je vais rendre hommage à une personnalité. Pour moi, c'est une personnalité, parce que quand on parle de musique andalouse, quand on parle de nos maîtres et tout, c'est des personnalités pour nous, c'est nos maîtres, nos références, nos modèles.
Donc c'est un hommage personnel que je rends. Donc, et j'expliquerai pourquoi donc, ce choix de programme. On gardera le mystère jusqu'au bout, hein, Behja. Jusqu'au bout, c'est pas si loin que ça, c'est vendredi, mesdames, messieurs. Donc vendredi 16 juin, vous serez certainement ravis d'apprécier toutes ces belles surprises que vous réserve notre diva ici présente, donc Behja Rahal. C'est à la salle Ibn Zaidoun, on l'a dit, à partir de 19h. Mais attention, j'insiste toujours, ce n'est pas à partir de 19h30. Ah, c'est 19h30. C'est un concert. 19h, voilà. Le concert, quand on dit ça commence à 19h30, normalement on commence à 19h30, sauf s'il y a un petit problème technique ou quelque chose comme ça, mais sinon, Inch'Allah, on commence à l'heure. C'est un concert. Inch'Allah, donc bienvenue à tous et merci infiniment de nous avoir permis de vous recevoir ce matin et d'annoncer ce très bel événement en perspective. Merci Behja. C'est vrai que je voulais juste rajouter quelque chose parce que quand on parle de transmission, en plus des concerts et tout, on a parlé tout à l'heure, par exemple, des ateliers et des cours. Cette année, en France, et d'ailleurs ça va peut-être se faire aussi en Algérie, parce que depuis 2008, j'assure des cours au sein de notre association Rythme Harmonie à Paris. Mais cette année, on va ouvrir deux ateliers, donc deux cours pour les enfants. Puisque j'ai commencé au départ avec les enfants, il y a 25 ans. On avait arrêté à la période du Covid, mais là on reprend donc avec Rythme Harmonie les sessions pour enfants aussi. Et c'est la relève de demain. Et c'est la priorité pour nous. C'est un petit peu votre priorité, Behja, c'est un petit peu aussi votre engagement par rapport à cette musique que vous aimez et que vous chérissez. Donc nous aussi, on est d'accord. La transmission, c'est très important. Hein. C'est important. Et les concerts, c'est aussi très important parce que le public adore ça et ils seront certainement nombreux, comme d'accoutumé. Donc, j'espère qu'ils seront nombreux. Et c'est le public qui nous nourrit et qui nous encourage pour continuer dans cette voie. Absolument. Merci. Absolument. Bon vent et bon courage. Merci pour beaucoup. Ce nouveau concert unique, mesdames, messieurs, il faudra en profiter. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui sont avec nous également. On va continuer avec nos amis qui attendent en coulisses. Mais avant, on va vous offrir une chanson d'un jeune interprète. Il s'agit de Mohbako. Chacun s'ajuste avant que la caméra ne reprenne son enregistrement. Donc, les amis sont bien installés. Donc, Yazid à ma droite, Yazid Aït Mahidine. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va, très bien. Voilà. La baisse? Oui. Et puis Jawdat Gessouma aussi est bien installé. Ça, c'est une partie de l'équipe, bien sûr, mais nous avons une invitée avec nous également. Ça me fait plaisir. Le trio a changé, à défaut d'avoir Mariam Moussaïd ce matin. Vous l'avez renvoyé ou quoi? On ne l'a pas envoyé. On a la princesse Ténéhina. Elle est sur un enregistrement d'une belle émission actuellement. Et on lui souhaite bon courage d'ailleurs. On la salue. Coucou Mariam, si tu nous regardes ce matin. Alors, et puis, nous avons le plaisir de recevoir une jeune photographe, une photographe en herbe. Il s'agit de Nesrine. Alors, Nesrine. Oui, Ben Meslem, voilà. Nesrine Ben Meslem, bienvenue. Merci, je vous en prie. Ça va? Merci. Pas trop le trac, c'est votre première télé? Oui, exactement. Alors, mais avec les fous rires qui viennent de passer, je crois que c'est parti. Oui. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, Nesrine. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les dames? On commence par Yazid ou la par Aya. D'accord, alors. Honneur à Nesrine. Honneur à Nesrine, oui. Je l'appelle princesse Ténéhina. Voilà. Nos amis téléspectateurs comprendront pourquoi. Très bien. Nesrine, bienvenue. Donc, vous portez un micro, donc il va falloir juste faire ça. Je le vois bien, non, c'est de l'autre côté. Voilà. Oui. Parce que je le vois bien. Exact. Voilà, une belle chevelure en tout cas. Et il vous arrive très souvent de mettre en valeur des dames, par le biais de vos portraits photos, photographiques. Donc, et cet amour, cette passion pour la photographie est née comment? En fait, ça a commencé à un très très jeune âge. Enfin, j'étais très inspirée par tout ce qui est... En fait, mon frère est un photographe. Voilà, par l'entourage. Donc, exactement, par l'entourage, c'est ce que j'allais dire. La famille. Mon père aussi était un petit passionné, on va dire. Oui, mon oncle aussi, mon oncle maternel. Donc, on va dire que ça a toujours été dans mon entourage, voilà. Très bien. Donc, par exemple... Arrêtez, Yazid, arrêtez. Respire, arrêtez de faire des grimaces. J'ai rien dit.
Elle parle bien. Kimli, vas-y. Très bien, donc inspiré par cet oncle qui pratique, qui est un professionnel de la photographie. C'était à la période de tout ce qui est analogique ou tout ce qui est ancien, quoi. Mais maintenant, bon, j'ai pas vécu ça, je vous mens pas, je suis assez jeune, donc du coup, ça a toujours commencé... À l'ère du numérique, direct. Exactement. Ça a toujours été PC, enfin, le développement, le côté hadak, je l'ai pas vécu. Voilà. Mais voilà, donc... Ça a son charme, mais on va dire que vous l'avez échappé belle, hein, exactement. Jawdet. Oui. Alors, le labo, etc. Oui, non, mais c'est un moment formidable parce qu'il y a tout un processus dans l'argentique qui fait qu'il y a une révélation, d'ailleurs, le révélateur et tout. Donc, c'est très intéressant à découvrir comme ça. Mais bon, mais le numérique aussi vous permet d'avoir une palette de choses. Et c'était qui votre premier photographe? Nips. Moi, j'aime bien les photographes un peu qui racontent. Faudil. Le photographe le photographe d'Elbière, moi, ma première photo, c'était chez... Ah non, moi, c'était chez Radium dans ce cas. Je pensais que tu parlais de... Faudil, c'était le jour de l'Aïd avec mon père, On a chez Radium, mais il y avait aussi Merazi. C'était la tradition. Et j'avais un costume. Il y avait Merazi, qui était un maître du noir et blanc. Le noir et blanc. Et donc, il faisait des portraits, vous devenez beau forcément. Parce qu'il avait tout un rituel et tout. Donc, on a bloc, parce qu'on bougeait tout le temps. Et c'était d'ailleurs le photographe des artistes, par excellence. Donc, il mettait en relief une Selwa, par exemple. Il y avait aussi un photographe qui était issu de photographes français. C'était Falaru Aban Ramdan, avec un immense portrait. Et lui aussi, je ne me souviens pas de son nom, mais ils ont fait d'excellents portraits aussi de stars algériennes et tout. Et voilà. Il y avait des grands photographes. C'est dire qu'une photo, derrière une photo, il y a une histoire. Nesrine raconte des histoires par le biais de la photo et la vidéo également. On va découvrir quelques-unes de vos photos. Ben voilà, on a une petite sélection. Vous voyez, ça c'est le monastère de Tibhirin. Voilà, on a aussi la statue, c'est à Cherchel, la placette de Cherchel. L'émir Abdelkader. Voilà. Là, c'est au jardin d'essai, le Hama. C'est la toute dernière statue qui a été faite récemment. Voilà. Et qui met en valeur la bravoure d'un raïs. Oui, Betchin, tout à fait. Là, nous avons un très joli coucher de soleil à Alger toujours. C'est Adel Ibrahim. Ton quartier, c'est ça? Exactement. Bien renseigné. Des sites archéologiques, des fleurs. Exactement. Voilà. Ça, c'est Tipaza, il me semble. C'est Tipaza, oui. Et ça, c'est la marraine. Là, nous avons quelques plans d'Alger. En fait, Alger, c'est ce que je voulais faire ressortir, c'est bien que on peut apporter, on peut faire mettre en valeur chaque petit détail qui est insignifiant au quotidien, mais d'un autre œil, d'un œil d'un photographe. L'alignement des pigeons, c'est exactement. Vraiment, Voilà. L'alignement des pigeons, c'est magnifique. Ouais, là, c'est la mosquée d'Alger. Même la perspective derrière cette grille, elle est très belle, elle est pas mal. C'est vraiment, il fallait observer ça. Ça, c'est Bastien 23. Oh oui, mais le petit animal au milieu, il a l'air malheureux. Malheureusement, c'est une expression que vous avez. Oui, parce que l'Aïd, ça aïe, les pauvres béliers. Voilà, ça, c'est la ville préférée de notre collègue Samira. Oui. C'est Astif. Astif, voilà, ouais. عنيك حلا وبيضة اليوم راني Voilà, Nesrine, restez avec nous. On va faire parler les hommes maintenant et juste après. Bon, pas autant que moi, mais bon. Bon, ça va, c'est test réussi quand même. Hein. Donc, Yazid, voilà, qu'est-ce que tu nous as apporté ce matin comme nouvelle? Moi, je vais parler d'un monsieur qui s'appelle Nassim Hcheichi, Saha, parce qu'il est sur le toit du monde. En fait, il a raflé l'un des records du monde d'escalade. Voilà, il a arpenté les 3500 mètres d'altitude de l'Himalaya.
L'Everest? Pas l'Everest, mais c'est le... Attends, parce que je vois... Pour ne pas dire des... Pour ne pas dire des bêtises, le pic... Donc, le pic Mera. C'est à 3476 mètres d'altitude. Mais avant, il a été au Kilimanjaro, au Kenya. Il a été aussi au Nevos Ojos del Salado, en Amérique latine. C'est un véritable passionné d'escalade alors. Et au début, il avait un problème de dos. Ils lui ont dit de ne pas trop bouger, faire attention et tout. Mais petit à petit, il a vraiment transcendé toutes ces difficultés et il est arrivé à être sur le toit. Avec un problème de dos, il a escaladé des dorsales. Oui, c'est pas mal. C'est un pléonasme mais intelligent, voilà. C'est signé Djordje Biessouma. Voilà. Et il a fait pratiquement 7 heures de marche et finalement, il est parmi ces grands alpinistes qui ont escaladé le mont. Et qui ont levé l'emblème national. Il a planté le drapeau, l'emblème national, donc sur 6476 mètres d'altitude, à le pic Mira. Voilà. Après, je voulais vous parler de musique et a cappella. D'accord. Et rendre hommage à un grand journaliste, chroniqueur du Soir d'Algérie, Mouammar Farah, parce que vraiment, il nous réconcilie avec, il y a une véritable réconciliation avec cette terre, avec les hommes que cette terre a enfanté, notamment à Mador, Mdaourouch. Donc après Saint-Augustin, Apulé, et là il parle de ce a cappella, qui est un grammairien, un astronome, qui a écrit des encyclopédies, il est très très connu, et il est né à 360 avant Jésus-Christ, et puis il s'appelle Martianus Munus Félix Capella. Je vais y aller. D'accord. Je fais à la Capella, ça suffit. Ouais. Depuis tout à l'heure, vous nous chantez Capella, après vous me compliquez, moi. Voilà, donc il rappelle ce qu'il rappelle. Oui, il est de naissance madorienne et le manuel scolaire du 10e siècle. C'était une université antique, en fait. Donc on n'a pas seulement inventé le roman, le premier roman de l'humanité, mais aussi le chant a cappella. Oui, donc à voix, simplement avec la voix. Oui, et puis même au Saint-Augustin, ils ont inventé carrément le solfège. Le solfège est d'une naissance algérienne aussi. Et il rappelle que la célébrité de Capella vient effectivement de ce grandiose dictionnaire qui rédigea vers 410 et 429 les noces de philologie et de Mercure. Et il est un gabarit comme ceux de Horace et Terence. Donc, vraiment... Oui, de quoi être fier, effectivement. Et déjà, le fait qu'il s'appelle Capella, c'est déjà une fierté. D'accord. Et puis, j'étais dans mon petit quartier, à la cité Malki, dans la petite bibliothèque de Mohamed Hamim Moumna, et je tombe sur un livre, qui est un grand musicien aussi. Le temps des cicatrices, de L'Hadi Flissi, Allah yarhamou. C'est un roman qui rend hommage aux enfants de la Kasbah, à la résistance de ces fidéines face à la barbarie coloniale et face à la torture qui était à l'époque institutionnalisée par l'establishment colonial. Et il rappelle, j'ai lu une partie de ce livre et je suis tombé sur un moment de torture, et pour transcender et pour narguer les tortionnaires, il se rappelle un match de l'USMA face à l'équipe colonne des Pieds Noirs, l'ASMB. À la première mi-temps, Galliano et Castellano, un vrai malabar, agresse Climo, et l'arbitre, M. Jouve, accorde un pilaté à l'équipe Pieds Noirs de l'ASMB. Le pénalty tiré est réussi par Lopez. Et finalement, Abdelkader et ses amis ne s'étaient pas rendus au stade, ne se sont pas rendus au stade parce qu'ils étaient brûlés, c'est-à-dire recherchés par tous les polices. Il leur était impossible, voire interdit de quitter leur plante ou cache. Ils pouvaient mettre leur vie ou la vie de l'organisation clandestine en danger. L'USMA avait battu l'ACMB par 6 buts à 1
Les 2 buts de la SMB avaient été marqués secondairement à des pénaltys terribles. Et il imaginait Abdelkader le boiteux sortant son arme de sa ceinture et tirant une balle dans son poste TCF parce que Lopez avait marqué un but contre l'USMA. Bien, chaud même le Pekria. C'était la guerre. Hein. Voilà, on raconte la guerre, mais dans un mode U-smiste. Donc on n'est pas sorti encore de cette victoire de l'USMA. En fait, je vous confirme, hein, Foucartier. Et pourtant, je suis pas un non, c'était un pur hasard. J'étais dans le quartier et je tombe sur ce livre. Oui. Et pour être dans l'actualité, en même temps rendre hommage à nos valeureux martyrs, Allah yarhamhum, et pour dénoncer cette barbarie et cette torture qui était abominable. Et puis dire que quelqu'un, un fidèle qui ne pouvait pas y aller au stade, on lui a interdit d'aller au stade parce qu'il était recherché. Il est là face à son transistor, écouter un peu le speech, etc. Et puis l'équipe des Pieds Noirs marque, il tire une balle sur le TCF. Voilà. Donc, et puis j'ai été au parc zoologique avec mon ami Toufiq en train de courir et je tombe sur une belle plante, Acanthus mollis. On va voir l'image. On va voir l'image. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'acanthe molle ou l'acanthus mollis. C'est l'acanthus mollis, vous la voyez, elle est là. Elle est grande, elle a des feuilles de forme sculpture, enfin, pratiquement ça a inspiré les artistes pour faire des temples, et puis elle a des feuilles spectaculaires marquées de pourpre, vous voyez le pourpre là. Et cette plante, elle est méditerranéenne par excellence, en hiver, elle est sous terre, et puis en été, juin, juillet, elle est là comme vous la voyez, et elle est bonne pour préparer, pour les feuilles, on peut préparer son bain en mettant les feuilles, et puis également contre tout ce qui est irritation de la peau, tout ce qui est intoxication, et voilà. Donc vous voyez, elle est luxuriante, elle offre vraiment, on est dans le jardin d'Éden, regardez, quand on l'associe à tout cet écosystème. Voilà. Donc c'est l'acanthus mollis. Merci Toufi. Merci Yazid. Toubi continue, ce sont les aventures de Yazid Ait Mahieddine au parc zoologique qui continue. Donc, et tout de suite, sans plus tarder, on va rejoindre les bonnes feuilles avec Djawdat Guessouma. Les bonnes feuilles, d'abord les feuilles d'acanthe, elles sont utilisées aussi en architecture dans les colonnades. Donc c'est aussi un ordre. C'est vrai. Nous avons le petit secret qui nous lie, c'est que nous avons fait les mêmes études. Voilà, en tout cas. L'histoire de l'art nous a permis de découvrir ces beaux ornements. Ces beaux ornements qui font partie de l'ordre dorique et ionique. Voilà. Il a commencé. Pour rester dans les arts, il y a eu donc l'inauguration le vernissage d'une très belle expo de Moussa Bourdine, qui est vraiment un personnage, on dit dans l'histoire de l'art que c'est un peu l'héritier de Mohamed Siakham. Donc là, il fait un autoportrait qu'on va découvrir très bel autoportrait, qui fait partie de toute une expo dans laquelle il a réuni aussi une dizaine d'artistes. Je citerai Karim Selboua, Safran Djay, Safia Zoulid, Mansouf Guita, Boussetta Mustafa. Boussetta Mustafa et tout. Donc il y avait des bronzes aussi de Rachid Djem'i, mais vraiment très très belle expo. Donc au village des artistes de Zeralda. Et tous ceux qui iront, s'ils y vont de ma part, ils auront une petite surprise. Donc voilà. Couscous. Couscous et petit cigare sucré. Sur les peuvent dire je viens de la part de Djawdat Guessouma, aucun souci. Donc une très belle expo, très générale. Le couscous, c'était hier, le vernissage. Voilà, c'est jusqu'au 24 juin. Donc le couscous, c'est chaque jour. Voilà. Donc pour ceux qui veulent, si vous êtes bien gentils, vous pouvez visiter les ateliers. C'est très très intéressant dans ce village des artistes. Et si vous pouvez acheter des œuvres. Non, mais c'est vraiment formidable parce que c'est vraiment, comme on dit, une génération. Les artistes, c'est donc une génération à découvrir vraiment à tout prix. Bien après, on va aller se diriger vers Marseille
avec un personnage, mais alors là, complètement étrange, que j'ai connu. C'est une dame que j'ai connue, avec beaucoup de correspondances épistolaires, des échanges. Et là, je découvre un pan. Alors là, on est en face de Nadia Mrad Koliak. Alors, Nadia Mrad Koliak est une dame, une artiste, qui a fait les Beaux-Arts d'Alger, puisqu'il s'est dirigé vers Marseille pour continuer ses études. Alors, donc, elle est entre Marseille et Aix-en-Provence. Et donc là, j'ai des nouvelles de cette personne. Elle est donc jeune artiste, elle aime beaucoup les mots, elle aime bien écrire et tout ça. Et après, elle fait des aménagements de magasins, elle travaille là, elle enseigne aux Beaux-Arts l'histoire de l'art, tout ça. Elle est designer plasticienne et elle fait un diplôme d'inspectrice des impôts. Déjà là, ça commence un peu à aller... On suit le récit. Inspectrice des impôts, on se demande ce qu'elle fait. Elle travaille dans le domaine comme ça, des finances, de la comptabilité et tout. Et elle se réoriente pour faire un doctorat sur quoi? Sur la bioluminescence. Alors là, la bioluminescence, c'est la lumière qui vient de choses biologiques, comme les lucioles ou certaines algues ou des choses comme ça. Sauf qu'elle va s'orienter vers la lumière vivante, théorie et pratique de la bioluminescence, d'après Raphaël Burtois. Donc, Raphaël Burtois est un des théoriciens de la bioluminescence et elle va faire tout simplement un doctorat sur la bioluminescence, mais elle va adapter ça. Donc là, on voit ces pyramides qu'elle a présentées du 2 au 4 juin à l'aquarium tropical qui fêtait l'océan. C'est le palais de la Porte Dorée de Paris dans le 12e. Et là, donc, elle a fait plein de choses sur la bioluminescence. Elle travaille beaucoup et elle a fait une thèse de doctorat sur ça. Donc, non seulement la thèse de doctorat, mais elle l'a intégrée dans sa démarche plastique. Dans sa démarche plastique. Donc, elle est entre les arts et la science. C'est une Algérienne, une Algéro-française, qui vit donc entre Marseille. Et donc, elle est sponsorisée, elle travaille avec l'INP, un laboratoire associé qui s'appelle l'ARD. Donc, elle a des financements. Elle travaille avec le NOS, le Nasal Olfactory Stimulus and Epigenesis, au campus de la Timone à Marseille. Et donc, c'est vraiment bioluminologie, sauf que toutes ces applications qu'elle est en train de faire, ce n'est pas juste gratuit comme ça. Elle en a fait un livre qui s'appelle d'ailleurs « Lumière vivante, théorie et pratique de la bioluminescence ». Et donc, c'est un livre sérieux qui est partout, vous le trouvez partout, à la FNAC, chez Amazon, tous ces gens qui distribuent ce livre. Et il fait quand même 45 €, mais donc vous pouvez le trouver dans les librairies, les bibliothèques spécialisées. C'est une démarche très intéressante. Donc c'est une démarche, pourquoi c'est une démarche intéressante? Parce qu'elle travaille aussi sur le spectre TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre de l'autisme, et donc elle adapte toutes ces choses artistiques vers les autistes et ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça que c'est de l'art-thérapie. Et donc, elle a un projet, elle rentre dans un projet qui s'appelle La Fée Bleue. Et c'est vraiment cette dame, Nadia Mrad Koliak, est une fée. Même quand vous lui parlez, elle est très sobre. Et je vous jure qu'elle dégage cette atmosphère. Et quand vous lisez, c'est-à-dire, parce qu'elle est humaniste tout simplement, et quand vous lisez, même ses propos, vous retrouvez cet humanisme. Et donc, il y a beaucoup de succès avec cette pratique de il y en a qui utilisent les dauphins, les autres qui utilisent les animaux, les chevaux, tout ça. Elle utilise elle est dans une grande tendance qui se fait ces jours-ci, et elle théorise aussi. Donc, c'est très justifié et argumenté. Et donc, à découvrir à tout prix, vous allez un peu partout sur Internet, vous pouvez voir les théories qu'elle développe, toutes ces choses-là. Et donc, vraiment, c'est le genre de personne, quand on rencontre dans la vie ce genre de personnes, ça fait beaucoup de bien. Voilà, c'est le seul chose avec quoi je puisse résumer. Merci infiniment. Odette, on revient à Nesrine pour un petit mot. Voilà, Nesrine, vous avez une page sur Facebook dans laquelle on peut découvrir toutes ces belles photos. Oui, bon, c'est plus la vidéo que j'expose. En fait, je fais de l'événementiel. Donc, je couvre différents événements. Ça peut être des mariages,
et aussi des séminaires ou des lancements de produits ou autres. C'est Miss Event Vidéo. Très bien, voilà. Miss Event sur Instagram Vidéo et Facebook. Voilà, c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus, c'est juste pour inviter les téléspectateurs de ce matin, vous encourager à mettre un petit mot sur votre page au cas où ils ont aimé toutes ces belles photographies qu'on a postées ce matin dans le cadre de Canal Algérie, enfin dans le cadre de l'émission de Bonjour d'Algérie. Et on a été ravis de vous recevoir. Bon merci beaucoup pour votre accueil. Peut-être que ça va vous motiver pour une belle exposition prochainement. Oui, normalement c'est prévu. Ben, je ne peux rien dire pour le moment. C'est en gestation, on dira. C'est en préparation. Exactement. Bonne chance en tout cas. Merci. On a été ravis de vous recevoir aujourd'hui. Nesrine Ben Meslem. Bon, en tout cas, c'est pas le nom que vous retrouverez sur sa page. Voilà, c'est plutôt Miss Event Vidéo. Vidéo. Donc voilà, bonne chance pour la suite. Merci les amis. Merci à vous. Jodette. Bonne chance pour les bacheliers. Et bonne chance pour les bacheliers, effectivement. Voilà, gardez le cap. Enfin, ils ne nous regardent pas, mais enfin, on s'adresse aux parents. On va leur dire parents, courage. Bonne chance à vos enfants, à vos filles. Courage. On dit chez nous, Ida Azim Fatawakkal Allah. Tout à fait, tout à Et puis fait. c'est Et tout. puis Voilà. Dieu Et puisse puis on a choisi, je pense, de Yassa. De Yassa va clore. Inch'Allah, Yajibouha. Inch'Allah, Yajibouha. Bonne chance, Inch'Allah, j'espère. Avec plaisir. Voilà, au plaisir de vous retrouver, mesdames, messieurs, dès demain pour le meilleur de l'actualité dans Bonjour d'Algérie. En attendant, je vous souhaite une très agréable journée et puis je vous souhaite aussi une bonne continuation avec la suite des programmes de Canal Algérie. Et c'est parti pour Rabah Deriyassa. جابوا البكالوريا جابوا هادوك الغزلان جابوها ويديهم رفعوها مبروك عليهم ويبارك فيهم الرحمن